Bienvenue dans Info Hebdo, l'info du Nord sélectionnée, recherchée, sourcée par nos journalistes de Médias Ténois. Chaque semaine, ils vous expliquent les sujets qui ont fait l'actualité. Et c'est parti pour une nouvelle émission d'Info Hebdo, votre dose d'actualité ténoise hebdomadaire. Cette semaine, nous allons vous abreuver de nouvelles fraîches pour vous aider à affronter la vague de chaleur en cette dernière ligne droite avant juillet. Mon équipe aujourd'hui par ordre d'apparition, Cristiano Pereira, Elodie Roy et Nelly Guidici. Salut à vous trois. Salut tout le monde. Salut. Au programme de notre épisode d'Info Hebdo, on va parler de changement de voix pour l'avenue Franklin à Yellowknife, de suppression de commentaires sur les réseaux sociaux de la capitale, de Mary Simon et de l'opposition entre langues autochtones et officielles. Et enfin, on découvrira une nouvelle artiste de Folk on the Rock 2026. Alors, un changement majeur a eu lieu à Yellowknife il y a quelques jours. L'avenue principale, la bien connue avenue Franklin, n'existe plus. Elle porte désormais un nouveau nom, l'avenue Willie Day. La plaque a été dévoilée samedi 20 juin au centre-ville lors d'une cérémonie organisée par la ville et la nation d'aînés des Yellowknives. Alors, Cristiano, qu'est-ce qui s'est passé exactement lors de cette cérémonie ? Oui, il y avait une atmosphère vraiment festive avec les Yellowknife Dene Drummers et les gens à danser dans un cercle. Et ce qui s'est passé, c'était justement, ça, le dévoilement de la nouvelle plaque de rue avec le nom Willie Day. On a eu des petits discours du maire Ben Hendrickson et du chef d'État Ernest Betsina et le chef de Nedilo aussi, Fred Sengris, tout le monde était présent. Il y avait une ambiance très festive, ce n'était pas seulement un geste administratif, ou une plaque qu'on change, c'était vraiment une cérémonie publique, visible, avec une belle dimension culturelle et communautaire aussi. Ouais, vous pouvez le voir d'ailleurs sur notre site, l'article a été publié sur mediatenois.ca, on peut voir les photos, les sourires, il y avait plutôt une bonne ambiance, il semble en tout cas. Alors pourquoi ce nouveau nom, Willie Day, est important ? Oui, le nom Willie Day renvoie à la rivière Yellowknife, mais aussi à l'identité des Yellowknife d'aînés. Les deux chefs ont d'ailleurs beaucoup insisté là-dessus, que ce changement ne vise pas à effacer toute l'histoire associée au nom Franklin, mais surtout à raconter une histoire beaucoup plus complète du territoire. Le chef Ernest Betsina a rappelé que John Franklin il est passé ici en 1820, mais que les Yellowknife Dene sont présents ici depuis des générations et des générations, donc on ne peut même pas comparer. Et le chef Fred Sengris a résumé ce contraste de façon très forte en disant que John Franklin n'a passé que 2 jours ici dans cette région et que les Dene sont ici depuis presque 8000 ans. Donc c'est simple pour les Yellowknife Dene, voir ce nom sur une plaque au centre-ville, c'est une reconnaissance de leur langue, de leur histoire, de leur présence sur ce territoire. Et alors, est-ce qu'on a parlé des sourires ? Est-ce que la cérémonie était surtout symbolique ou est-ce que ça va vraiment changer concrètement quelque chose ? Oui, il y a évidemment une dimension symbolique très forte. Le maire Ben Hendrickson l'a dit clairement que les noms comptent et la façon dont on appelle les lieux compte aussi. Mais il y a aussi un changement concret. Donc, Willie Day Avenue est maintenant le nom officiel de cette artère, on peut dire que c'est la principale à Yellowknife. On passe tous les jours. Tous les jours, ouais. Tous les jours.
Et donc, les panneaux maintenant sont en train d'être remplacés progressivement au cours des prochaines semaines, quelques aussi des prochains mois. Le maire a dit que tout sera changé avant l'arrivée de la neige. Oh, ok. Voilà, en même temps, le message de la cérémonie allait un peu au-delà des panneaux de rue, hein, pour les chefs Bettina et Fred Sengris. Ce nom est maintenant, c'est une forme de respect et aussi de réconciliation. Et surtout, il rappelle à ceux qui vivent ici à Yellowknife, mais aussi aux visiteurs, qu'on se trouve sur une terre d'aînés. Donc cette réconciliation visible, on peut dire ça comme ça, va certainement continuer, même avec le Grand Lac. On en parle depuis de nombreuses années. Exactement. Donc il faut savoir, il n'y a rien de concret pour l'instant, mais il faut attendre les prochains temps, les prochaines années. Beaucoup de lacs, beaucoup d'autres rues et avenues vont changer de nom. Oui. Autre changement qui pourrait toucher la ville de Yellowknife, mais cette fois côté virtuel, la désactivation des commentaires sur les réseaux sociaux officiels de la capitale. Cette réflexion arrive après la publication récente de propos haineux liés notamment au mois de la fierté. Avancée ou perte de pouvoir démocratique au conseil municipal, le débat a rapidement dépassé la simple question de la modération en ligne. Cristiano, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi la ville de Yellowknife envisage de fermer les commentaires sur ses réseaux sociaux ? Oui, donc ça c'est une motion qui arrive dans un contexte assez tendu. Dans les dernières semaines, la ville a dû restreindre le commentaire sur certaines publications, notamment autour du mois de la fierté. Et on parle des commentaires sur Facebook. Après l'apparition de quelques propos un peu haineux, homophobes, transphobes, et le maire Ben Hendrickson, il estime qu'il ne suffit plus de supprimer les commentaires problématiques après coup, parce que le tort est déjà fait au moment où les personnes ciblées le voient. Donc, selon lui, les comptes officiels de la ville doivent surtout servir à transmettre d'informations utiles aux résidents et pas offrir un espace où des propos haineux peuvent s'accumuler. Alors, quelle a été l'intervention la plus marquante pendant le débat ? Oui, l'intervention la plus marquante est venue du conseiller Garrett Cochrane. Il a appuyé la motion et il a parlé à la fois comme élu, comme conseiller municipal, mais aussi comme un homme gay. Il a raconté avoir été visé en ligne par toutes sortes d'insultes homophobes depuis des années. Et il a expliqué qu'on apprend alors assez vite à se faire une carapace, pour se protéger un peu de ce genre d'agression verbale. Donc son intervention a donné un visage très concret au débat. Et maintenant, il ne s'agissait pas plus seulement de savoir comment gérer une page Facebook, mais aussi comprendre que ces commentaires peuvent ce que ces commentaires peuvent représenter pour les personnes qui en sont la cible et la communauté. Alors c'est quand même une question un peu, on va dire, qui peut porter justement à débat. Est-ce que le conseil municipal parlait d'une seule voix ou alors est-ce que les conseillers étaient en désaccord ? Oui, il avait un appui assez clair au principe de réduire la place laissée à ce genre de propos haineux, mais quelques conseillers ont aussi exprimé quelques réserves, on peut dire ça. Certains ont rappelé que les réseaux sociaux sont devenus un outil important pour rejoindre la ville, surtout pour les citoyens qui ne savent pas toujours comment utiliser les canaux plus officiels. C'est-à-dire se rendre, mettons, au conseil municipal et intervenir ou... Exactement. Donc, certains conseillers municipaux
il pense que ça peut nuire un peu la facilité de communication entre la communauté et la ville. Et d'autres ont proposé de mieux utiliser les outils de modération, par exemple en bannissant les utilisateurs abusifs, plutôt que de fermer complètement les commentaires. Donc, on peut dire que le débat a donc tourné un peu autour d'un équilibre difficile. C'est comment protéger les personnes visées par la aide, mais tout en gardant une administration municipale accessible aux citoyens. Donc, quelles sont les suites? Est-ce que ça va être décidé plus tard? Oui, la motion maintenant, elle va être votée lors d'une prochaine réunion. Je pense que ça va être très vite, mais je pense que oui, qu'elle sera approuvée. Avant l'été. Oui. Du coup. Merci Cristiano. Merci. On va désormais parler d'un sujet qui prend une grande place, autant par sa longueur que par sa complexité, son importance, dans notre dernière édition de l'Aquilon. Je parle ici d'un dossier de 4 pages, écrit à 4 mains, celle de Karine Lavoie, journaliste au Nunavut, et l'Étienne Nelly. Ces dernières semaines, vous êtes revenus sur un sujet sensible, le mandat de Mary Simon, qui a quitté son poste de gouverneur général le 8 juin dernier. Son travail a été marqué par de nombreuses critiques, notamment en lien avec les langues officielles. Nelly, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce sujet ? Oui, alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au moment de sa nomination, le public, les Canadiens ont découvert Mary Simon et le fait qu'elle était bilingue, mais pas bilingue dans le sens français-anglais. Mary Simon parle couramment l'anglais et l'inuktitut, mais ne maîtrise pas le français. Alors même si à l'époque, elle avait déclaré qu'elle allait prendre des cours de français pour pouvoir maîtriser la langue, ce qu'elle a fait, elle a pris des cours, mais il se trouve que pendant les 5 années de son mandat, elle n'est pas parvenue à obtenir un niveau de discussion satisfaisante, de maîtrise en tout cas du français. Alors dans le cadre de ce long article, comme tu l'as dit, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec plusieurs personnalités et notamment François Larocque, qui est professeur à la faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Et lui, quand je lui ai demandé quel avait été son ressenti, sa position face aux critiques émises par la population francophone, une partie de la population francophone du Canada, sur le fait que Mary Simon ne maîtrisait pas l'une des 2 langues officielles du Canada, le français, il a eu une position un peu nuancée. Alors évidemment, il a reconnu l'avancée très importante que représente la nomination de Mary Simon, qui, je le rappelle, est la première femme autochtone Inuk à occuper ce poste au Canada. Et compte tenu du passé colonial canadien et du symbole de la couronne, pour lui, cette nomination était vraiment un grand moment. Par contre, il a noté que cette nomination était aussi un précédent, enfin en tout cas une rupture, parce que jusqu'alors, les gouverneurs, les personnes nommées au poste de gouverneur général, ces personnes-là étaient bilingues, maîtrisaient les 2 langues et avaient le français ou l'anglais comme langue maternelle, mais étaient capables de converser dans les 2 langues officielles. J'ai eu aussi l'occasion de m'entretenir avec une sénatrice du Québec, qui est une leader autochtone francophone et inou, qui s'appelle Michèle Audette. Et elle, c'est surtout le caractère historique de la nomination de Mary Simon qui l'a marquée. C'était une grande fierté pour elle, au même titre que Krista Karnogórski. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais en tout cas, elle est très proche de vous dans les bureaux de Médiaténois. C'est la commissaire langue officielle des territoires du Nord-Ouest. Et elle retient vraiment... Elle comprend, enfin, elle dit qu'elle a compris certaines critiques, mais elle, ce qu'elle retient, disons, du mandat, c'est pas vraiment le fait qu'elle maîtrise mal le français, c'est que sa nomination est vraiment historique. Par contre, au Nunavut, les critiques ont été mal perçues, mal reçues, et elles ont ravivé des souvenirs très douloureux, notamment pour Pita Irnik, qui est l'ancien commissaire du Nunavut, et qui, lui, a été envoyé de force au pensionnat, et qui retient le fait qu'on lui a interdit de parler sa langue maternelle, l'inuktitut, et du coup, ces critiques-là, ça a ravivé ces souvenirs douloureux de ces élèves qui ont avec eux, enfin en tout cas qui portent sur leurs épaules ce passé lourd et qui sont vraiment des survivants finalement. Et alors, question délicate aujourd'hui, pourquoi les langues autochtones ne sont-elles pas reconnues
comme des langues officielles au Canada? Alors, il faut faire un petit retour en arrière. En tout cas, en septembre 1969, lorsque la première loi sur les langues officielles fédérales a été adoptée et où le français et l'anglais ont été déclarés comme les deux langues officielles du Parlement et du gouvernement du Canada, tous les enjeux qui entourent la reconnaissance des langues autochtones ou une reconnaissance plus large étaient complètement absents de la sphère publique et de la sphère politique. Et c'était aussi absent en 1982, lorsque le français et l'anglais ont été déclarés langue officielle au Canada et inscrits dans la Charte canadienne des droits et libertés. En 1969 ou en 1982, ces enjeux étaient vraiment absents. On n'en parlait pas. Michèle Audette, donc la sénatrice francophone Innu du Québec, pour elle, enfin quand j'ai évoqué cet aspect-là, elle estime qu'il y a eu vraiment une erreur. C'était une erreur, en fait, à ce moment-là, en 69, mais aussi en 1982, de décider, en tout cas que le gouvernement fédéral décide sans inviter aucun leader autochtone, de décider sans eux que ça serait uniquement l'anglais et le français qui seraient reconnus comme langue officielle. Il faut aussi noter que la commission de vérité et de réconciliation, quand elle a fait son travail d'enquête et qu'elle a émis ses recommandations, n'a pas demandé à ce que les langues autochtones soient reconnues comme des langues officielles. C'est évoqué dans la 14e et la 15e recommandation qu'on appelle plutôt appel à l'action. Eux, ils ont demandé, en tout cas le comité, a demandé à ce qu'une loi propre aux langues autochtones soit déclarée. Et ils ont aussi demandé la création d'un commissaire aux langues autochtones afin de revitaliser, de valoriser les langues autochtones. Donc, c'est ce qui a été fait en 2019. Donc, historiquement, voilà pourquoi aujourd'hui les langues autochtones ne sont pas reconnues comme les langues officielles et à mon avis, les langues autochtones ne seront pas reconnues comme langue officielle puisque il y a un chemin différent qui a été pris pour ces langues officielles, pour ces langues autochtones, pardon, au Canada. Et alors, donc, c'est un sujet que tu as réalisé avec Karine Lavoie et qui est donc au Nunavut et qui est donc un sujet pan-territorial. Avec le Yukon, comment se positionnent les trois territoires? Alors, pour les trois territoires, en fait, on s'est basé sur les commissaires aux langues officielles pour avoir des points de vue. Alors, au Nunavut, la commissaire aux langues officielles s'appelle Karline Ahariak. Et au Nunavut, bon, l'anglais est reconnu, mais l'Inuktitut et l'Inuinnaqtuq pardon, sont aussi reconnus comme des langues officielles. Alors, pour elles, les langues autochtones qui sont officielles dans le territoire sont très importantes et il est impossible de parler de réconciliation sans évoquer les langues autochtones. Selon cette dame, la perte de l'Inuktitut, qui englobe donc l'Inuktitut et l'Inuinnaqtuq, fait partie des blessures, en fait, des blessures profondes des élèves des pensionnats, les survivants. Et en fait, le processus de réconciliation cherche à guérir ces blessures. Donc, on ne peut pas parler de réconciliation sans parler de revitalisation, de restauration des langues autochtones. Au territoire du Nord-Ouest, donc comme j'ai dit, c'est Krista Karnogórski. Je le rappelle, il y a 11 langues officielles reconnues dans les territoires du Nord-Ouest, le français et l'anglais plus 9 langues autochtones. Et elle voit vraiment son poste et son mandat comme une possibilité, un facteur de revitaliser les 9 langues autochtones des territoires du Nord-Ouest par la formation de traducteurs, par le fait de donner accès dans les 9 langues autochtones officielles du territoire, accès à des informations de base délivrées par le gouvernement, par exemple, et même en cas d'évacuation ou lorsqu'une loi est promulguée. Donc, elle voit vraiment son poste comme une façon de revitaliser et de permettre à ces langues d'exister, en fait, dans les territoires du Nord-Ouest. Alors, par contre, dans le territoire du Yukon, il n'y a pas du tout de commissaire aux langues officielles. Et ça fait figure d'exception. Alors, il faut savoir que dans ce territoire, une personne peut faire un recours pour essayer d'obtenir un accès à l'une des langues officielles, du coup, qui est le français ou l'anglais. Les langues autochtones ne sont pas vraiment nommées.
Et les personnes qui souhaitent avoir accès à des informations en langue autochtone peuvent le faire, mais il y a vraiment certaines conditions. Ça m'a l'air vraiment très compliqué. Et en fait, ça dépend vraiment de la volonté politique du gouvernement du Yukon. Mais là, rien n'indique qu'ils vont créer un poste de commissaire aux langues officielles. Et le sujet est un peu délicat parce que dans le cadre de l'article à 4 mains, j'ai contacté à plusieurs reprises le Conseil des Premières Nations du Yukon pour avoir leur point de vue. Ils ont indiqué qu'ils ne feraient aucun commentaire. Donc, le Yukon fait figure d'exception, mais pas forcément dans le bon sens. Merci beaucoup Nelly pour toutes ces explications. Donc cet article complexe mais très complet est à retrouver sur notre site mediatenois.ca. On continue les portraits de Folk on the Rocks 2026 avec toi, Elodie. Alors, je rappelle une nouvelle fois que nous sommes partenaires du festival, c'est important de le mentionner. Pour ton portrait de la semaine, tu nous présentes Rebecca Hawker. Peux-tu nous dire rapidement qui elle est ? Oui, alors en gros, Rebecca Hawker est une autrice, compositrice, interprète originaire de Barrie en Ontario et sa musique se situe entre le folk narratif et le country des années 1990 avec une grande importance accordée aux histoires et aux émotions. Cet été, elle fera ses débuts au festival Folk on the Rocks, un événement de ce qu'elle a dit, elle rêvait de faire depuis plusieurs années. En gros, c'est ça. Et alors, donc cet artiste, qu'est-ce que le public peut attendre de son passage justement au festival ? Ils peuvent s'attendre à un spectacle rempli d'émotions, ça c'est sûr et certain, et des récits personnels et d'énergie. Rebecca dit vouloir apporter toute son intensité sur scène tout en partageant aussi quelques nouvelles chansons tirées d'un album en préparation qu'on peut s'attendre à voir en automne. Et elle veut aussi dire qu'elle a hâte de venir ici à Yellowknife puisque ce sera sa toute première fois ici au territoire. Et pour tous ceux qui aimeraient aller voir son spectacle, la voir interprétée sur les scènes de Folk on the Rocks, elle jouera le 18 juillet à 2h au Beer Garden. C'est noté et on peut écouter donc ton entrevue complète avec cet artiste dans La Longe, notre balado Folk on the Rock. Merci Elodie, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et rendez-vous la semaine prochaine pour une toute nouvelle émission d'Info Hebdo. Et d'ici là, bonne semaine tout le monde. Bonne semaine. Bonne semaine. Vous pouvez retrouver les articles au complet et bien d'autres en accès libre directement sur notre site internet à l'adresse mediatenois.ca. Le fil d'actualité est mis à jour quotidiennement. Pour ne rien louper, n'hésitez surtout pas à vous inscrire également sur notre site à notre infolettre pour recevoir votre journal chaque vendredi dans votre boîte courriel. Et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, cherchez Fil Info Ténois et sur X, Blue Sky et YouTube, cherchez Mediatenois.